Une douce chute de neige recouvrait la place du village en ce soir du réveillon de Noël, chaque flocon se posant délicatement sur les pavés anciens et les toits endormis. La lueur chaude émanant des vitraux de l'église Saint-Martin colorait la blancheur immaculée du paysage. Ce vénérable bâtiment de pierre, sentinelle au cœur de la communauté depuis plus d'un siècle, avait vu la ville se métamorphoser autour de lui. La messe de minuit anticipée venait de s'achever, et un flot de familles joyeuses se déversait dans la fraîcheur de la nuit hivernale. Enveloppées dans d'épais manteaux et des écharpes colorées, elles regagnaient leur foyer pour célébrer, laissant derrière elles des nuages de buée et des éclats de rire suspendus dans l'air glacial. Sur les marches latérales de l'église, un peu à l'écart du porche principal où la foule se pressait, une jeune femme était assise et observait ce tableau. Son regard posé sur ces familles unies ne trahissait aucune amertume, seulement une profonde et silencieuse mélancolie. Son nom était Chloé, une information que les passants, la considérant comme partie du décor urbain, ne songeaient jamais à demander. Âgée de 23 ans, elle portait une robe beige élimée, dérisoire protection contre le froid mordant, et ses longs cheveux blonds, ternis par le manque de soin, tombaient sur ses épaules. Ses pieds nus reposaient sur la pierre glacée, la neige s'insinuant entre ses orteils, ses dernières chaussures ayant rendu l'âme 2 semaines plus tôt. Elle n'avait aucun refuge où se réchauffer, les lits du centre d'hébergement d'urgence affichaient complets, une réalité immuable à l'approche des fêtes. Voilà 8 mois que Chloé vivait dans la rue, victime d'une spirale infernale déclenchée par le décès de sa mère, qui avait entraîné la perte de son travail, son expulsion, et la désintégration progressive de toutes les certitudes de sa vie. Elle avait exploré toutes les pistes, les foyers d'accueil, les services sociaux, les innombrables candidatures pour un emploi. Elle s'était efforcée de conserver son optimisme, de s'accrocher à l'espoir, mais l'hiver était impitoyable, et la période de Noël, plus encore. Ce soir-là, elle avait choisi les marches de l'église, espérant que les vieux murs la protégeraient un peu du vent et que la lumière des vitraux, tel un phare dans sa nuit, apaiserait sa solitude écrasante. Ce fut la voix de l'enfant qui la tira de sa torpeur. Une voix cristalline, empreinte d'une curiosité innocente, qui s'éleva au-dessus du murmure des adultes. « Dis, papa, pourquoi la dame, elle est assise par terre dans la neige ?» Chloé leva la tête. Une fillette d'environ 3 ans, vêtue d'un adorable manteau rouge et coiffée de 2 couettes blondes, la désignait du doigt. Elle le faisait avec cette spontanéité propre à l'enfance, ignorant encore les codes de la bienséance. « Léa, ne montre pas les gens du doigt, » intervint une voix masculine. Chloé aperçut alors l'homme qui tenait sa main. La trentaine, une allure distinguée, un manteau de bonne coupe sur un costume impeccable, des cheveux sombres et un air d'autorité naturelle. Son regard sur Chloé était un mélange indéchiffrable de préoccupation, de gêne et peut-être d'une pointe de pitié. « Mais papa, elle n'a pas de chaussures, » reprit la petite fille, sa voix se chargeant d'une angoisse sincère. « Et il neige, tu vois bien. »« Je sais, ma puce, » répondit l'homme d'un ton qui se voulait rassurant. « Mais il faut qu'on aille chez mamie pour le dîner de Noël. »« Viens, on y va. » Ignorant l'injonction, la petite Léa se dégagea d'une traction vivée. Avant que son père ait pu réagir, elle avait traversé la courte distance qui la séparait de Chloé. De si près, Chloé fut frappée par l'intensité des yeux bleus de l'enfant, qui brillaient d'une compassion étonnamment profonde pour son jeune âge. « Bonjour, lança Léa. « Moi, c'est Léa. »« Et toi, tu t'appelles comment ?» Chloé eut du mal à avaler sa salive, déconcertée d'être interpellée comme un être humain et non comme un élément gênant du paysage. « Chloé. Tu attends quelqu'un ? » Continua Léa. « Ta famille va venir te chercher pour Noël ? » Non, répondit Chloé d'une voix à peine audible. Je n'ai personne. Le visage de Léa se décomposa. Personne ? Pas de famille du tout ? Surtout pas à Noël ? Chloé se contenta de hocher négativement la tête, craignant que sa voix ne la trahisse si elle essayait de parler. Léa la contempla un instant, le front plissé par une intense réflexion. Puis, avec une logique enfantine désarmante, elle décréta « Moi, je pense que tu as besoin d'un gros câlin. » Sans attendre de réponse, sans laisser à Chloé le temps de la rassurer ou de décliner poliment, la fillette s'avança et passa ses petits bras autour de son cou. L'odeur de biscuits au beurre et de shampoing à la pomme qui émanait de Léa, la chaleur de son petit corps contre la peau glacée de Chloé, la force surprenante de son étreinte, tout cela fit voler en éclats la carapace que Chloé s'était forgée. Elle qui avait si longtemps contenu ses émotions, sachant que la moindre faiblesse pouvait être exploitée dans la rue, se sentit submergée. La gentillesse pure et inattendue de cet enfant fut le déclic.
Les larmes, si longtemps réprimées, jaillirent et elle sanglota, le visage enfoui dans le tissu doux du manteau rouge, tandis que Léa lui tapotait le dos en murmurant « C'est pas grave de pleurer. Des fois, on est triste, c'est tout. » L'homme, Lucas, les avait rejoints. Quand Chloé releva les yeux embués de larmes, elle ne vit ni jugement ni répulsion dans son regard, mais le reflet de sa propre détresse. Ses yeux à lui aussi étaient humides, trahissant une émotion qu'il luttait pour contenir. « Pardonnez-moi », s'empressa de dire Chloé en se détachant doucement de Léa. « Je ne voulais pas, je suis vraiment désolé. »« Non », coupa l'homme d'une voix étranglée par l'émotion. « C'est à moi de m'excuser. J'allais continuer mon chemin. J'allais emmener ma fille dans le confort d'une maison chauffée, devant une table trop garnie et des cadeaux trop nombreux, et j'allais ignorer une personne assise pieds nus dans la neige le soir du réveillon. » Il s'agenouilla près de sa fille, ses chaussures de luxe s'enfonçant dans la neige fondue sans qu'il y prête la moindre attention. « Je m'appelle Lucas Dubois, dit-il. Et ma fille a raison. Un câlin, c'est un bon début, mais vous avez besoin de bien plus. Quelle a été la dernière fois où vous avez mangé ? » Chloé fouilla dans sa mémoire. « Hier, je crois. Un repas à la soupe populaire. » Un muscle tressaillit sur la mâchoire de Lucas. « Bien. Voilà ce que nous allons faire. Nous allons dîner chez ma mère. Elle cuisine toujours pour un régiment et met des assiettes en plus, en disant on ne sait jamais qui la vie mettra sur notre chemin. Ce soir, cette assiette est pour vous. Acceptez-vous de nous accompagner ? » Chloé le fixa, abasourdie. « C'est impossible. Regardez-moi, je suis sale, je n'ai pas de chaussures. Je ne peux pas m'inviter chez votre mère pour le repas de Noël. »« Vous le pouvez, et vous le devez, » rétorqua Lucas avec une douce fermeté. « Léa a raison. Personne ne devrait rester seul pour Noël. Ma mère ne me pardonnerait jamais de vous avoir laissé ici. Je vous en prie, venez. » Une partie de Chloé voulait refuser par fierté, ce dernier vestige de son ancienne vie. Mais le froid était insoutenable, la faim tenaillante, et le regard plein d'espoir de Léa acheva de la convaincre. « D'accord, » souffla-t-elle. « Merci. » Sans un mot de plus, Lucas ôta son propre manteau pour en couvrir les épaules de Chloé, puis la souleva dans ses bras. « Vous n'allez pas marcher dans cette neige, » déclara-t-il comme une évidence. Léa prit la main de Chloé et ne la lâcha pas jusqu'à la voiture, une élégante berline Peugeot à l'habitacle chaud et accueillant, qui sentait le cuir et un léger parfum de sapin. Le trajet d'une vingtaine de minutes les mena à travers des quartiers de plus en plus résidentiels. Assise à l'arrière avec Léa, Chloé écoutait d'une oreille distraite le joyeux babillage de la fillette sur Noël, les cadeaux et la bûche que mamie avait préparée. Lucas conduisait en silence, son regard croisant parfois celui de Chloé dans le rétroviseur, une expression indéfinissable sur son visage. Ils arrivèrent devant une grande maison de campagne familiale en Provence, magnifiquement décorée de lumière et d'une couronne de houx sur la porte. Un sentiment de panique saisit Chloé. « Lucas, je ne peux vraiment pas faire ça. Je ne suis pas à ma place. Je vais ruiner votre fête de famille. » « Au contraire, » assura Lucas. « Croyez-moi. Ma mère va vous adorer. » Il disait vrai. Monique, sa mère, accueillit Chloé sur le seuil et, d'un seul regard, comprit la situation. Elle la fit entrer sans un mot sur sa mise, se contentant de dire « Mon Dieu, ma petite, vous devez être transie de froid. Venez vite vous réchauffer, le dîner est presque prêt. » La maison bourdonnait de la présence de la famille, la sœur de Lucas et son époux, son frère et ses deux grands garçons, et Monique, la matriarche, qui orchestrait le tout avec une bienveillance naturelle. Personne ne parut surpris quand Lucas expliqua la présence de Chloé. Quelques minutes plus tard, Monique l'accompagnait dans une salle de bain à l'étage, où un bain chaud l'attendait, ainsi que des vêtements propres. « Ils étaient à ma fille », expliqua Monique en lui tendant un pull moelleux et un jean. « Vous semblez faire la même taille. Prenez tout votre temps. Le repas attendra. » Madame Dubois, tenta Chloé, mais Monique l'interrompit. « Appelez-moi Monique. Et ne vous sentez obligé de rien expliquer. Ma petite fille a vu une personne en détresse, et mon fils a eu la bonne réaction. C'est tout ce qui compte. » Après le bain, vêtue de propre, les cheveux lavés, Chloé se regarda dans le miroir et eut du mal à se reconnaître. Elle ressemblait à nouveau à quelqu'un. À la femme qu'elle avait été. Le dîner fut une expérience sensorielle et émotionnelle intense.
La table débordait de plats délicieux, un copieux dîner de Noël avec du bœuf bourguignon qui embaumait la pièce. L'ambiance était chaleureuse, et chacun s'efforça d'intégrer Chloé à la conversation, lui posant des questions sur des sujets anodins, sans jamais faire allusion à sa situation. Pendant ces 2 heures, elle se sentit à nouveau une personne ordinaire. Léa, blottie contre elle, lui prenait la main ou posait sa tête sur son bras à intervalles réguliers, de petits gestes d'affection qui serraient le cœur de Chloé, ravivant à la fois sa gratitude et le deuil de sa propre famille. Après le repas, Monique l'attira dans la cuisine. « Je voudrais vous dire une chose, commença-t-elle. Quand mon mari est mort, il y a 5 ans, j'étais anéanti. Ce premier Noël, cette maison me paraissait immense et vide. Je ne voyais plus l'intérêt de célébrer. Et puis, mon petit-fils, qui n'était qu'un nourrisson, m'a fait un sourire. Un simple sourire de bébé. Mais il m'a rappelé que la vie continue, qu'il y a toujours de la joie à trouver, et des gens qui comptent sur nous. » Elle posa sa main sur celle de Chloé. « Votre présence ici ce soir a un sens. Peut-être est-ce une leçon de compassion pour Léa. Peut-être un rappel pour Lucas que la réussite matérielle est vaine si elle n'est pas partagée. Ou peut-être aviez-vous simplement besoin de savoir que vous n'êtes pas seul. Quoi qu'il en soit, je suis heureuse que vous soyez parmi nous. » Chloé sentit les larmes lui monter aux yeux. « Merci. Je ne pourrai jamais vous rendre tout ça. La gentillesse ne se rend pas, ma chère, sourit Monique. Elle se transmet. Pour l'instant, votre seule préoccupation doit être de vous remettre sur pied. Et nous allons vous y aider. » Les jours qui suivirent, les Dubois tinrent parole. Lucas, chef d'entreprise influx, activa son réseau et trouva un poste pour Chloé. Monique l'aida dans ses démarches administratives pour obtenir un logement de transition. Sa belle-sœur lui offrit des vêtements, et ses neveux, dans le cadre de leur service civique, l'aidèrent à emménager. Mais au-delà de l'aide matérielle, ils lui restituèrent sa dignité. Ils la traitaient en égale, en personne de valeur. Lucas, surtout, prenait régulièrement de ses nouvelles, veillant à ce qu'elle ne manque de rien, avec une délicatesse qui la touchait profondément. « Pourquoi faites-vous tout cela pour moi ?» lui demanda-t-elle un soir, autour d'un café dans un bistrot. 3 semaines s'étaient écoulées, elle avait commencé son travail, et un semblant de normalité s'installait dans sa vie. Lucas hésita. « Vous savez comment la mère de Léa est décédée ?» Chloé fit non de la tête. « Un accident de voiture, il y a 2 ans. Un chauffard ivre. Léa s'en est sortie indemne. Mais Manon, ma femme, est morte sur le coup. » Son regard se perdit dans sa tasse. « Pendant 1 an, j'ai survécu. Pour Léa, pour le travail. Mais j'étais un fantôme. Et puis ce soir-là, Léa vous a vu. Et elle a fait ce que j'aurais dû faire. Ce que Manon aurait fait. Elle était bénévole au centre d'hébergement. Elle aurait eu honte de moi, de l'homme que j'étais devenu, prêt à détourner le regard par simple commodité. Léa m'a rappelé qui je voulais être. C'est nous qui vous remercions de nous avoir permis de vous aider. » Chloé posa sa main sur la sienne. « Vous m'avez sauvé la vie. Pas seulement en m'offrant un toit ou un travail. En me rappelant que j'existais encore, alors que je n'y croyais plus moi-même. » 6 mois plus tard, dans son propre petit appartement, Chloé se préparait pour le traditionnel dîner dominical chez les Dubois. Léa lui raconterait ses aventures de l'école maternelle, Lucas parlerait de ses projets. Chloé avait été promue, avait repris contact avec une amie d'université, et suivait des cours de peinture au centre culturel municipal. Sa vie se reconstruisait. Plus important encore, elle avait retrouvé une famille. Une famille de cœur, choisie. Elle avait compris que les liens du sang ne définissaient pas une famille, mais plutôt l'amour inconditionnel, le soutien mutuel. En route, elle songea à la femme désespérée qu'elle était 8 mois plus tôt sur ces marches glacées. Elle songea à cette petite fille au manteau rouge qui lui avait offert un câlin. Un geste simple qui avait été le point de départ de sa renaissance, lui rappelant qu'elle était digne d'être aimée. En arrivant, Léa lui sauta au cou. « Chloé, tu m'as manqué. Tu m'aideras à finir ma peinture après le dîner ? C'est nous 3, toi, papa et moi. » « Avec plaisir, ma chérie, » répondit Chloé en la serrant fort. Lucas apparut, un sourire chaleureux aux lèvres. Un sourire qui, au fil des mois, avait perdu toute trace de pitié pour se teinter de respect,
et de quelque chose de plus tendre, de plus profond, qu'aucun des deux n'osait encore nommer. « Salut, dit-il. Content de te voir. Je ne manquerai ça pour rien au monde, répondit-elle sincèrement. En entrant dans la maison embaumée par l'odeur du poulet rôti, Chloé fut envahie par un sentiment de gratitude immense. Gratitude pour l'aide reçue, bien sûr, mais surtout pour ce rappel que la bonté existait, que des liens pouvaient se tisser même dans la plus grande solitude. Un câlin offert par une enfant un soir de Noël avait déclenché une vague de compassion qui avait changé sa vie, et la leur. Car la gentillesse est ainsi. Elle naît d'un simple geste, d'un regard qui reconnaît la souffrance de l'autre. Et parfois, ce geste devient la première pierre d'un édifice solide, une amitié, une famille, une vie reconstruite. Sur ces marches, Chloé était perdue. Léa l'a trouvée. Et en étant trouvée, Chloé a redécouvert ce qu'elle croyait avoir perdu à jamais, l'espoir. Un espoir lucide et tenace, qui sait que même au plus profond des ténèbres, une main peut se tendre et dire « Je te vois. Tu es importante. Laisse-moi t'aider. » C'est l'histoire d'une femme que la vie avait brisée, sauvée par la compassion d'une enfant et d'une famille. Une famille qui, en la sauvant, s'est sauvée elle-même, se reconnectant à l'essentiel, à cette vérité fondamentale que nous avons tous la responsabilité de prendre soin les uns des autres. C'est l'histoire du pouvoir extraordinaire de la gentillesse, et des miracles qui se produisent quand on choisit de répondre à la détresse d'autrui avec le cœur.